Je finissais de disposer les petits gâteaux que ma collègue de bureau avait apportés en surprise pour mon anniversaire quand j'ai reçu une notification sur mon téléphone. C'était une réunion convoquée à la dernière minute, envoyée directement par Paul Lemaître, le nouveau directeur de l'entreprise. Il était le fils du fondateur, le célèbre entrepreneur Bernard Lemaître, qui lui avait transmis les rênes de la holding 2 semaines plus tôt à peine. Au début, personne n'avait rien dit ouvertement, mais dans les couloirs, la tension était palpable. Paul était connu pour son arrogance, son impulsivité et pour n'avoir jamais vraiment travaillé dans aucun département avant de prendre le poste le plus haut. J'ai pris une grande inspiration, j'ai souri à mes collègues, encore autour de moi, et j'ai dit que je revenais dans quelques minutes. La notification disait « Urgent ». J'ai traversé le couloir principal du siège de Lemaître Transport, à Lyon, en essayant de ne pas laisser transparaître la nervosité qui montait en moi. Quand je suis entrée dans la salle, Paul ne m'a même pas salué. Il était debout, regardant par la fenêtre, les mains dans les poches, et il ne s'est retourné que lorsque la porte s'est refermée derrière moi. « Marie, je vais être directe. À partir d'aujourd'hui, tu es dehors. » Je suis restée figée. J'ai cru avoir mal entendu. Mon cœur s'est accéléré, mais ma voix est restée calme. « Pardon, je n'ai pas compris. Tu es licencié? L'entreprise a besoin de renouveau. De nouvelles têtes, avec des idées plus modernes. Et franchement, tu es là depuis trop longtemps. Ne le prends pas personnellement. Je fais juste un peu de ménage. » Ce furent ses mots exacts. Faire un peu de ménage. Je suis restée là, sans réagir pendant quelques secondes. J'avais travaillé dans cette entreprise pendant plus de 13 ans. J'y étais entrée comme assistante administrative. J'avais étudié le soir, obtenu des diplômes, suivi des formations. Je m'étais investie comme jamais je ne m'étais investie dans quoi que ce soit. Et lui, qui n'avait jamais daigné poser les yeux sur moi avant de devenir directeur, me congédiait maintenant comme si j'étais un vieux meuble encombrant. J'aurais pu crier, j'aurais pu lui dire à quel point c'était injuste, à quel point tout ça était absurde, mais je n'ai rien fait de tout ça. J'ai respiré profondément, j'ai soutenu son regard, et j'ai répondu simplement « Compris ». J'ai pris mon sac, je suis sortie de la salle, et je suis retournée à mon bureau, où les brigadeiros et le gâteau au chocolat que ma collègue Julie avait apporté étaient encore là. J'ai eu envie de pleurer, mais je ne me suis pas laissée aller. J'ai pris une boîte, j'ai commencé à ranger mes affaires personnelles, des photos, des carnets, des stylos. Quelques personnes me regardèrent de loin, avec un mélange de stupeur et de pitié. Personne ne savait quoi dire. Julie a essayé de s'approcher, mais j'ai secoué la tête. Je ne voulais pas d'embrassade d'adieu, ni de regard apitoyé. Je suis rentrée chez moi à pied. J'ai refusé le métro. Le vent était glacial, le ciel couvert, et tout ce à quoi je pensais, c'était « Pourquoi? Qu'est-ce qu'il gagne à me traiter comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? » Arrivée chez moi, je me suis effondrée sur le canapé. J'ai allumé le chauffage, enlevé mon manteau et fixé le plafond pendant de longues minutes. J'ai rallumé mon téléphone et vu qu'ils avaient déjà enregistré mon licenciement dans le système interne. La notification disait « Licenciement immédiat, sans préavis. » Pas de discussion, pas de transition, pas de respect. Mais plus le temps passait, plus une sensation étrange s'emparait de moi. Ce n'était pas de la tristesse. C'était autre chose. Une sorte d'agitation. Parce qu'au fond, je savais quelque chose que Paul, visiblement, ignorait. Je me suis levée, je suis allée jusqu'à mon étagère à documents et j'ai sorti le dossier noir étiqueté « Contrat de fonds 2021 ». À l'intérieur se trouvait l'accord que j'avais signé 2 ans plus tôt avec l'ancien PDG, Bernard. Il avait décidé de me confier l'accès total au fonds de la branche d'investissement de l'entreprise. C'était stratégique. Comme je m'occupais des opérations financières internationales, j'avais besoin d'autonomie pour gérer les comptes, autoriser des paiements et faire des ajustements bancaires en cas d'urgence. C'était un contrat confidentiel. La clause la plus importante stipulait clairement que moi seule avais le mot de passe des coffres numériques qui géraient les fonds du siège de Genève. Paul ne le savait pas. C'était évident. S'il l'avait su, il ne m'aurait jamais licencié comme ça. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. On m'avait mise à la porte le jour de mon anniversaire. Comme un déchet. Mais peut-être que c'était lui qui venait de commettre la plus grosse erreur de sa vie. Je me suis assise à la table, j'ai pris un carnet et j'ai commencé à noter chaque détail de la journée. Les horaires, les phrases, les noms. Je ne savais pas encore ce que j'allais en faire. Mais une chose était sûre, je ne serais pas oubliée. Je n'étais pas jetable. Et quand il découvrirait ce qu'il avait fait, ce ne serait plus moi qui aurais peur. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Pas une minute. Mes yeux restaient ouverts, fixant le plafond de ma chambre, tandis que mon esprit tournait en boucle, ressassant tout ce que Paul avait dit. Ce n'était pas juste le licenciement, c'était la manière, la froideur, l'arrogance, le mépris, être viré le jour de mon anniversaire, sans explication valable, sans tentative de dialogue, comme si toutes mes années là-dedans n'avaient jamais existé, comme si j'étais invisible. Vers 4 heures du matin, je me suis levée. Je suis allée dans la cuisine, j'ai préparé une tisane à la menthe et je me suis assise à la table,
le contrat toujours entre les mains. J'ai relu chaque clause. Ce n'était pas juste une signature quelconque, c'était un accord complet, avec une validité légale, enregistré au siège à Paris. Il disait, noir sur blanc, que Marie Dufresne est la seule employée ayant une autorisation exclusive et non transférable pour accéder, gérer et débloquer les ressources du compte institutionnel numéro 8342 GN27. Ce compte était le cœur financier de l'entreprise, utilisé pour les paiements internationaux, les investissements, les bonus des cadres et les gros contrats. Et maintenant, avec mon départ, ce compte était verrouillé. J'ai souri seule, pour la première fois depuis des heures. Pas par plaisir, pas par vengeance, mais par soulagement. Parce que pour la première fois depuis qu'on m'avait jeté hors de cette salle, je sentais que peut-être, juste peut-être, j'avais encore un certain contrôle sur ce qui allait suivre. Le lendemain matin, mon téléphone a commencé à vibrer vers 8h30. D'abord, un appel d'un numéro inconnu, puis un message de Julie, mon ancienne collègue, disant que l'ambiance à l'entreprise était bizarre. Paul tourne en rond depuis ce matin. Il y a un problème avec des comptes bloqués. J'ai fait comme si je n'avais rien vu. J'ai continué à boire mon café. J'ai allumé l'ordinateur. J'ai rangé quelques vieux papiers. J'ai mis à jour mon CV, même sans savoir si j'allais l'utiliser. Mon plan n'était pas encore de trouver un autre emploi. Mon plan était de comprendre quelle serait la prochaine étape. La bonne, la stratégique, celle qui mettrait les bonnes pièces en mouvement. À 10h12, le téléphone a sonné encore. C'était la comptabilité. J'ai reconnu le numéro tout de suite. Puis un autre appel, et encore un. Cette fois, de la direction juridique. J'ai laissé sonner. Vers 10h30, j'ai reçu un message vocal. C'était Paul. Sa voix était différente, toujours arrogante, mais mêlée d'une certaine nervosité. « Marie, je crois qu'il y a eu un malentendu. Il faut qu'on parle. Urgemment. Il y a des choses que tu dois encore nous expliquer sur les processus de Genève. Rappelle-moi dès que possible, s'il te plaît. » J'ai écouté en silence. Puis j'ai appuyé sur « Répéter ». J'ai réécouté. Et encore une fois. Je voulais être sûre d'avoir bien entendu. L'homme qui m'avait licencié sans me regarder dans les yeux me demandait maintenant de l'aide. C'était ça qu'il ne comprenait pas. Les gens ne sont pas des pièces interchangeables. Et quand on jette quelqu'un qui détient les clés de la structure, tôt ou tard, le château s'effondre. J'avais envie de l'ignorer encore. Mais quelque chose m'a arrêté. Peut-être ma propre dignité. Ou peut-être le besoin de montrer que je n'avais jamais eu besoin de faire un scandale pour prouver ma valeur. J'ai pris le téléphone, mais je n'ai pas appelé. J'ai écrit un court message au directeur financier. Je suis prête à discuter des fonds du compte 8342 GN27, à condition que la réunion se fasse en présence de Bernard Lemaître. Sans lui, pas de discussion. J'ai envoyé et j'ai éteint mon téléphone. J'ai passé le reste de la matinée à relire de vieux rapports, à revoir mon passé dans cette entreprise comme on feuillette un livre qu'on a aimé, mais qu'on nous a arraché des mains avant la fin. La réalité me tombait dessus doucement. C'était étrange de penser que je ne ferais plus partie des réunions du lundi, que je ne recevrais plus les emails hebdomadaires de planification, que mon bureau serait désormais vide, avec les petits gâteaux à moitié mangés, abandonnés près d'une chaise poussée n'importe comment. Mais plus j'y pensais, plus quelque chose grandissait en moi, une force nouvelle. Pas cette colère explosive qui détruit, mais une fermeté silencieuse. Une certitude que cette fois, je ne laisserais personne m'effacer. On avait déjà essayé ça avant, à d'autres moments de ma vie, et chaque fois que je m'étais tue, je l'avais regretté. Cette fois, j'étais silencieuse, oui, mais c'était un silence armé. Un silence qui réfléchit, observe et se prépare. Vers 14h, j'ai reçu un nouveau message. Cette fois, de Bernard lui-même. « Marie, on m'a informé de ce qui s'est passé. Il faut que je te parle aujourd'hui. Peux-tu venir au siège? Ne t'inquiète pas pour Paul. La discussion sera juste entre nous deux. » Mon cœur s'est accéléré. Bernard avait toujours été un homme direct, mais juste. C'était lui qui m'avait embauché, qui m'avait promu, qui m'avait valorisé quand personne d'autre ne voyait mes efforts. S'il me convoquait, c'est que quelque chose de sérieux se passait. J'ai répondu « Je serai là à 16h. » Je me suis regardée dans le miroir, j'ai arrangé mes cheveux, changé de tenue et pris mon dossier. Je n'y allais pas en tant qu'employé, j'y allais en tant que quelqu'un qui connaissait chaque recoin de cette structure. Et peut-être, juste peut-être, la seule capable de sauver l'entreprise d'un désastre causé par son propre héritier. J'ai atteint le siège quelques minutes avant 16h. Je ne suis pas passée par la porte latérale, comme je le faisais tous les jours depuis 13 ans. J'ai emprunté l'entrée principale, celle réservée aux investisseurs, aux partenaires et aux membres du conseil. La réceptionniste m'a reconnue immédiatement. Ses yeux se sont écarquillés un instant, mais elle n'a rien dit. Elle a juste indiqué l'ascenseur d'un signe de tête. « Monsieur le maître vous attend dans la salle de réunion au 8e étage. » J'ai remercié d'un léger hochement de tête et j'ai marché d'un pas assuré. J'ai senti des regards venant de partout. Des gens qui me voyaient tous les jours se demandaient maintenant pourquoi j'étais là. Ce n'était pas un retour. C'était une présence, et je voulais qu'elle soit ressentie. Quand je suis entrée dans la salle de réunion, Bernard était déjà là, debout, les bras croisés, le visage sérieux.
Il n'avait pas l'air en colère. Il semblait déçu. « Marie », a-t-il dit en s'approchant. « Merci d'être venue. » J'ai hoché la tête avec un léger sourire. « J'ai reçu ton message. C'était nécessaire. Les choses ont dégénéré plus vite que je ne l'imaginais. J'ai besoin que tu me dises exactement ce qui se passe avec le comte de Genève. » J'ai posé mon dossier sur la table. Je me suis assise et j'en ai sorti les documents. Je lui ai montré le contrat. J'ai pointé la clause principale. Bernard s'est penché, a lu attentivement et son expression a changé. C'était de la surprise mêlée de frustration. Il n'a pas lu ça? S'il l'avait lu, il ne m'aurait pas licencié, Bernard. Il a passé une main sur son visage, visiblement perturbé. J'ai cru qu'il gérerait les transitions calmement. Je n'imaginais pas qu'il commencerait par écarter des gens essentiels. Je suis restée silencieuse quelques secondes avant de répondre. Il ne coupe pas des gens, Bernard. Il se débarrasse de tout ce qui lui fait de l'ombre. Il m'a regardé fixement. Il savait que je disais la vérité. Paul n'était pas là pour apprendre. Il était là pour régner. Et il traitait l'entreprise comme un jouet qu'il pouvait démonter à sa guise. « Tu as encore accès au compte ?» a-t-il demandé. « Oui, le mot de passe est sécurisé, et tant que je ne suis pas officiellement relevé de cette fonction, il reste sous ma garde. » Il a hoché la tête, songeur. Les fonds de Genève font partie du capital de fonctionnement de la holding. Sans eux, Paul ne peut rien bouger au-delà d'un certain montant. Il a essayé de signer 3 contrats aujourd'hui, mais aucun n'est passé, parce qu'il nécessite une double authentification avec mon accès. Bernard est resté silencieux quelques secondes, puis m'a regardé dans les yeux. « Tu veux revenir ?» J'ai respiré profondément. La question semblait simple, mais elle ne l'était pas. Ce n'était pas juste reprendre mon poste. C'était une question de dignité, de position, de respect. Je pouvais dire oui et tout redeviendrait normal? Bien sûr que non. Paul serait encore là et rien ne garantissait qu'il n'essaierait pas pire après. Je veux d'abord discuter avec toi, comprendre ce que tu comptes faire, parce que je ne reviendrai pas dans un environnement où on m'a jeté comme si je ne valais rien. Il a acquiescé lentement. Je comprends et je suis d'accord. Il y a eu une pause, un silence lourd. Puis il a dit « Paul est toujours mon fils, Marie, et ça complique tout. » Je l'ai regardé droit dans les yeux, sans détourner le regard. Mais moi, je ne le suis pas, et c'est pourquoi je n'accepterai pas moins que ce que je mérite. À cet instant, j'ai senti que quelque chose en lui cédait. Bernard n'était pas un homme faible, mais c'était un père. Et les pères mettent du temps à voir quand leurs enfants se trompent de manière irréversible. Avant qu'ils ne disent quoi que ce soit, un coup à la porte a interrompu. C'était Julie. Elle est entrée, le visage pâle, une chemise à la main. « Désolée de vous déranger. » Mais Paul essaie d'approuver un nouveau fonds d'urgence avec le compte principal. Et il a déjà appelé 2 fois pour demander une autorisation immédiate. Bernard a fermé les yeux un instant. « Il sait que tu es là? » « Non. Parfait. Continue comme ça. » Julie est sortie. J'ai pris une grande inspiration. « Il faut que tu décides, Bernard. Sinon, ton entreprise va couler. » Il a marché jusqu'à la fenêtre et est resté silencieux quelques secondes, observant la rue en contrebas. Puis il s'est retourné et a dit « Tu reviendrais en tant que consultante externe? Temporairement. Juste le temps de remettre de l'ordre. Je peux ajuster le contrat, garantir ton indépendance, aucun contact avec Paul, et tu m'aides à sortir de ce chaos. » J'ai réfléchi. La proposition était sûre. Elle me tenait éloignée de la partie toxique tout en me gardant impliquée dans les affaires essentielles. Et surtout, elle me donnait du temps pour planifier. « Rédige-le. Je le lirai et te répondrai d'ici demain. » Il a acquiescé. « Merci, Marie. Sincèrement. J'aurais dû te protéger de tout ça. » Je me suis levée calmement. J'ai repris mes documents, fermé mon dossier et les regardé avant de partir. Je me protège toute seule, Bernard. J'ai juste besoin qu'on ne me mette pas de bâton dans les roues. Je suis sortie de la salle en sachant que quelque chose avait changé. Je n'étais plus une employée invisible. J'étais un problème sérieux pour ceux qui avaient essayé de m'effacer. Et ça, ce n'était que le début. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant le réveil. Je ne savais pas encore si cette insomnie était de l'anxiété ou de la concentration, mais je sentais que je devais rester attentive à chaque détail. J'ai préparé un café fort, relu les termes du contrat que Bernard m'avait envoyé par email à 6h02 et noté les points que je voulais ajuster. La proposition était claire. Consultante externe avec un accès total au système des opérations internationales, une autorité pleine sur le compte de Genève et une autonomie pour réviser tous les contrats actifs dépendant des fonds sous ma gestion. Aucun contact direct avec Paul, aucune interférence. Tout par écrit, tout légalement ficelé. Quand j'ai répondu, j'ai été directe. J'accepte, à condition que les ajustements mentionnés ci-dessous soient intégrés avant la signature. J'ai conclu par une phrase courte mais volontaire. Je suis prête à commencer dès aujourd'hui. À 9h10, j'ai reçu la confirmation. La nouvelle version était prête. Bernard l'a envoyée avec une note simple, document imprimé et à ta disposition dans la salle du conseil. Je me suis préparée tranquillement. J'ai choisi une tenue qui reflétait exactement ce que je ressentais. Prête, professionnelle et surtout, en contrôle. En arrivant à l'entreprise, j'ai encore une fois passé par l'entrée principale. Cette fois, personne n'a dissimulé ses regards. C'était comme si ma présence disait tout sans que j'aie besoin d'ouvrir la bouche. Quand je suis entrée dans la salle réservée au conseil, le contrat était sur la table, avec un stylo et une petite enveloppe. J'ai signé sans hésiter. Dans l'enveloppe,
Bernard avait laissé un mot manuscrit. « Merci d'avoir gardé ton calme quand beaucoup auraient choisi le chaos. » J'ai souri. J'ai rangé le mot dans mon sac. Je n'étais pas là pour la reconnaissance, mais être vue faisait du bien. J'ai commencé le travail discrètement, mais efficacement. J'ai réactivé les protocoles du compte de Genève, vérifié les registres des dernières 48 heures et identifié 3 tentatives de mouvements financiers non autorisés, toutes signées numériquement par Paul, qui était désormais formellement interdit de réaliser toute opération sans triple autorisation. J'ai rédigé un rapport objectif que j'ai envoyé à Bernard et au juridique avec une copie au service de conformité. Rien de personnel, juste des faits. Dans l'après-midi, j'ai reçu un email de l'équipe informatique m'informant que mon accès avait été rétabli avec une priorité maximale et que toute tentative de blocage externe devait m'être signalée immédiatement. C'était plus qu'un retour. C'était une protection. Je ne revenais pas dans l'entreprise comme quelqu'un qu'on avait licencié. J'étais réintégrée comme une pièce maîtresse. Et tout le monde le savait. À la fin de la journée, j'ai croisé Julie à la cafétéria interne. Elle s'est approchée avec un sourire timide. « Tu te rends compte à quel point les gens ici ont été choqués de te voir revenir ce matin ?» J'ai souri en retour. Que le choc devienne du respect. Elle a ri. Paul est complètement hors de lui. Il a essayé de s'en prendre au juridique, mais Bernard est intervenu tout de suite. Il a dit que toute résistance serait interprétée comme une tentative d'obstruction contractuelle. J'ai hoché la tête. C'était exactement comme ça devait être. Pas de confrontation. Juste de la structure, de la stratégie et des lois. Plus tard, j'ai reçu un appel du directeur d'un de nos principaux partenaires internationaux. Il voulait confirmer si j'étais revenue. Il avait entendu parler de l'incident et était soulagé de savoir que je restais en charge des négociations. La confiance ne se transmet pas avec un poste, Marie. Elle se construit avec le temps. Tu as la nôtre. J'ai remercié. Ce qu'il disait valait plus que n'importe quelle promotion. La confiance était, à ce moment-là, mon plus grand atout. Et Paul, avec toute son arrogance, ne l'avait jamais compris. En quittant ce soir-là, j'ai réalisé à quel point tout avait changé, pas seulement dans l'environnement. En moi, ce n'était plus une question de récupérer ce qu'on m'avait pris. C'était une question d'élever ce que j'avais toujours été, mais que beaucoup avaient insisté pour ignorer. Je n'étais plus juste Marie, la responsable des opérations. J'étais celle qui savait quoi faire quand tout le monde était perdu. Et même en étant mise de côté, j'avais choisi de ne pas me briser. J'avais choisi de reconstruire, mais cette fois à mes conditions. Le lendemain matin, la première chose que j'ai remarquée, c'était l'absence de bruit. Ce genre de silence qui n'existe que quand il y a de la tension dans l'air. En arrivant au siège, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. L'ambiance était différente, comme si tout le bâtiment attendait qu'un événement se produise. J'ai passé la réception, salué quelques employés qui ont détourné le regard, et je suis entrée directement dans la salle de réunion où Bernard m'attendait. Pas de formalité à ce moment-là. Il était debout, les mains dans les poches, le front plissé. « On a reçu une dénonciation anonyme », a-t-il dit dès que j'ai fermé la porte. Une série de documents a été envoyée au comité de gouvernance, remettant en question ta stabilité émotionnelle et ta capacité à gérer des négociations de haut niveau. J'ai senti le poids de ces mots, mais je n'ai pas flanché. On sait qui l'a envoyé ? Ai-je demandé. Pas officiellement, mais le langage est trop clair. Ils ont utilisé les mêmes termes que Paul a mentionnés dans des réunions précédentes. C'est un schéma. J'ai acquiescé, sorti mon carnet noir de mon sac, ouvert la dernière page et le lui ai tendu. Voici les dates, les horaires, les témoins, et le nom de la personne que j'ai entendu prononcer exactement ces mots dans le couloir du 3e étage, il y a 3 jours. Il a lu en silence, puis m'a regardé. « Tu te préparais à ça ? Je connais le profil. Et j'ai déjà vécu ça avant. » Bernard n'a rien dit pendant quelques secondes. Puis il a marché jusqu'à la fenêtre et a pris une grande inspiration. Aujourd'hui, il sera convoqué pour s'expliquer. On a des preuves, des traces. Mais je veux que tu saches que tu n'as pas besoin d'être présente. J'ai gardé un regard ferme. Si, j'en ai besoin. Pas pour me venger, mais parce qu'il doit me voir. Il doit comprendre que la manière dont on traite les autres a des conséquences. Il a hoché la tête avec sérieux. Dans ce cas, sois prête. La réunion est à 10 heures. À 5 minutes de l'heure, je suis allée dans la salle du conseil. Plusieurs membres étaient déjà là. Certains m'ont salué d'un léger signe de tête. D'autres m'ont juste observé, comme s'ils essayèrent de comprendre comment j'étais encore debout après tout ça. Paul est arrivé en dernier. Il a ouvert la porte comme il le faisait toujours. Vite, sans regarder personne. Comme si le monde entier lui était inférieur. Mais en me voyant assise à la table, il s'est arrêté une seconde. Cette pause, ce moment de surprise, c'était tout ce dont j'avais besoin. Il ne s'attendait pas à me voir là. Peut-être pensait-il que je reculerais, comme tant d'autres l'avaient en fait. Mais j'étais là, et il savait que quelque chose avait changé. Bernard a ouvert la réunion sur un ton neutre mais ferme. Il a expliqué l'objectif, examiner les accès illicites, les tentatives de manipulation de processus et les dénonciations faites contre moi. David, du comité d'audit, a présenté les rapports. Chaque point était clair, avec des preuves, des journaux de système, des traçages et des témoins. Les documents montraient qu'il y avait eu des tentatives coordonnées pour discréditer mon travail
y compris des modifications dans des fichiers sous ma responsabilité, des accès effectués en dehors des heures de travail et des messages envoyés en mon nom depuis des ordinateurs partagés. Paul a essayé d'interrompre plusieurs fois, mais Bernard l'a fait taire d'un simple geste de la main. Quand on lui a enfin donné la parole, il a tenté de minimiser. C'était un malentendu. Les décisions que j'ai prises étaient basées sur une restructuration. J'étais sous pression. Je voulais innover. Tu as menti, ai-je répondu, sans hausser le ton. Tu as essayé de m'effacer. Et quand tu as réalisé que tu avais besoin de moi, tu as tenté de me discréditer. Le silence fut total. Paul m'a fixé, les yeux plissés. Tu t'es toujours cru meilleure que les autres, Marie. Toujours à jouer la professionnelle parfaite. J'ai légèrement incliné la tête. Je n'ai jamais eu besoin de me croire quoi que ce soit. Mon travail a toujours parlé pour moi. Un des conseillers a demandé à voir les contrats de Genève. Je leur ai tendu les originaux, en soulignant les clauses d'exclusivité et les verrous qu'il avait tenté de contourner. Bernard a croisé les bras. Ces documents n'ont pas été lus avant ton licenciement. Paul a détourné le regard. J'ai fait confiance à l'équipe juridique. L'équipe juridique n'a jamais reçu ce contrat. Il était sous confidentialité, directement avec moi. Paul n'a pas répondu. La gêne était visible, mais je ne ressentais pas de plaisir. Je ressentais du soulagement, parce qu'enfin, la vérité était entendue. À la fin de la réunion, Bernard s'est levé. Sur la base des preuves, et après consultation préalable avec le juridique, nous avons décidé de suspendre tes activités pour une durée indéterminée. Le comité décidera de la suite ou non de ton lien avec l'entreprise. Paul s'est levé brusquement, a repoussé sa chaise et est sorti de la salle sans regarder personne. Le bruit de la porte qui claquait a résonné dans le couloir. Tout le monde s'est regardé en silence. Bernard m'a regardé. Si tu veux rentrer chez toi, on comprendra. Non. J'ai encore des rapports à terminer. Quelques-uns ont souri discrètement. D'autres ont baissé la tête avec respect. Je suis sortie de la salle avec des pas assurés. Paul était tombé, mais ce qui comptait le plus, c'est que je n'avais pas eu besoin de faire tomber qui que ce soit. J'avais juste eu besoin de rester debout. Cette semaine-là, la nouvelle de la suspension de Paul s'est répandue dans les couloirs plus vite qu'un communiqué officiel. Pas d'annonce publique, pas d'email formel, mais tout le monde savait. Il suffisait de voir les sourires retenus, les regards discrets d'approbation, la manière dont les employés recommençaient à marcher dans les couloirs avec plus d'assurance. C'était comme si l'air avait changé, un air moins lourd, moins étouffant, un air de soulagement. Moi, je ne me suis pas autorisée à célébrer, pas encore. Il y avait des choses à régler et une réputation à maintenir. J'ai passé les jours suivants à me concentrer sur la restructuration des contrats laissés en attente pendant la tentative de sabotage. Certains clients étaient devenus méfiants, d'autres demandaient des explications. J'ai pris les devants pour tous. J'ai appelé personnellement chaque partenaire clé. J'ai expliqué la transition, réaffirmé les engagements, reconstruit la confiance. L'effet a été immédiat. L'un d'eux m'a dit quelque chose que je n'ai pas oublié. Le fait que tu sois revenu la tête haute après tout ça en dit plus sur ton leadership que n'importe quel titre. La phrase a résonné en moi pendant des jours. Parce que c'était ça. Je n'étais pas revenu par orgueil. J'étais revenu par devoir. Le vendredi de cette même semaine, Bernard m'a convoqué pour une réunion en fin d'après-midi. Je suis arrivée dans la salle de la direction à 18h précise. Il était seul, avec une expression sérieuse, mais apaisée. On a tranché avec le conseil, a-t-il dit, sans détour. Paul ne revient pas. Le rapport était trop clair, et les conseillers ont été unanimes. J'ai hoché la tête légèrement. Je m'y attendais, mais l'entendre à voix haute a provoqué une sensation étrange. Pas de la joie, de la justice. Une justice rare dans le monde de l'entreprise, et encore plus rare quand il s'agit de famille. « Je veux discuter avec toi de l'avenir de l'entreprise », a-t-il poursuivi. « Après ce qui s'est passé, on a besoin de plus qu'une restructuration. On a besoin d'une reconstruction. » Je suis restée silencieuse. Il a ouvert une chemise et l'a poussée vers moi. « Directrice exécutive de stratégie et opération. La proposition est pour toi. » Mon cœur s'est accéléré, mais j'ai gardé ma posture. « Tu es sûre de ça ?» ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. « Marie, tu n'as pas seulement sauvé cette entreprise. Tu as prouvé que l'éthique et la compétence peuvent encore aller de pair. Ce n'est pas juste une promotion. C'est une manière de dire « Nous voyons ce que tu es ». J'ai pris une grande inspiration. J'ai pris la chemise, l'ai ouverte et j'ai commencé à lire les termes. C'était une proposition solide, avec une vraie indépendance, une participation aux décisions de haut niveau et une autonomie pour constituer mon équipe. C'était tout ce que, pendant tant d'années, j'avais mérité. Et maintenant, ça arrivait sans demande, sans supplication, sans avoir à quémander. J'ai levé les yeux vers lui. J'accepte. Mais à une condition. Bernard a haussé les sourcils. Je veux mettre en place un nouveau programme d'intégrité et de culture organisationnelle. Une équipe autonome, interne, avec un canal direct vers le conseil. Et je veux que tous les employés sachent que désormais, ici, le respect et la transparence ne sont pas optionnels. Il a souri. C'est déjà validé. Je suis sortie de la réunion avec le cœur calme. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas en train de lutter pour être vue. Je me sentais entière, complète, justifiée. Le lendemain,
Mon nouveau poste a été annoncé en interne. Pas de fête, pas de discours, juste un communiqué direct, comme je le préférais. Et les emails ont commencé à arriver. D'anciens collègues, des employés qui me parlaient à peine avant, tous me félicitant. Certains s'excusant de ne pas m'avoir défendu quand tout ça était arrivé, d'autres me remerciant de ne pas avoir abandonné. J'ai répondu à chacun, un par un, parce que s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que chaque voix compte. Et souvent, c'est dans le silence de ceux qui observent que naissent les plus grands changements. La semaine suivante, j'ai commencé à constituer mon équipe. J'ai invité des gens qui avaient été injustement mis de côté, d'anciens employés qui s'étaient désengagés sous la pression, et des jeunes avec du potentiel, mais sans espace. J'ai tenu à ramener ceux qui, comme moi, avaient été traités comme un fardeau. Et voir ces visages franchir à nouveau la porte de l'entreprise a été l'un des moments les plus marquants de toute ma carrière. J'ai créé un espace nouveau, ouvert, où tout le monde pouvait parler sans peur. J'ai fixé des horaires de travail réels, limité les emails en dehors des heures, réorganisé les objectifs et les attentes personnelles. Parce que la productivité ne naît pas de la peur. Elle naît d'un environnement sain. Et ça, j'étais déterminée à le reconstruire. Quant à Paul, j'ai entendu dire qu'il était parti discrètement à l'étranger. Pas de scandale, pas d'article. Bernard avait décidé de protéger son fils jusqu'au bout. Je l'ai compris. Il était père avant tout. Et peut-être que, pour lui, c'était suffisant. Je n'ai pas cherché à en savoir plus. Pas parce que j'avais pardonné, mais parce que ma victoire ne dépendait pas de son échec. Mon focus était ailleurs. C'était regarder devant, avec la certitude que j'avais gagné. Pas avec des cris, pas avec de la vengeance, mais avec la vérité. Et surtout, avec de la dignité. Quelques semaines après ma nomination, je me suis assise seule dans le bureau qu'avaient occupé des directeurs qui connaissaient à peine mon nom. La nouvelle plaque sur la porte était encore temporaire, mais le contenu était définitif. Directrice exécutive. L'espace était vaste, les fenêtres offraient une vue sur la ville que je connaissais depuis des années, mais qui semblait maintenant différente. Comme si même les bâtiments avaient bougé, comme si le monde autour de moi avait enfin compris qui j'avais toujours été. Je n'ai pas eu besoin de changer ma manière d'être pour arriver là. Je n'ai pas eu à crier, à écraser qui que ce soit, ou à devenir quelqu'un d'autre. Au contraire, j'y suis arrivée parce que j'ai gardé la tête haute, même quand tout me poussait vers le bas, parce que j'ai choisi d'agir avec clarté, avec stratégie, avec vérité. Pendant longtemps, on m'a dit que le monde de l'entreprise était une jungle, que seuls survivaient ceux qui criaient le plus fort, qui imposèrent le respect par la peur. Mais je n'y ai jamais cru. Et maintenant, j'avais la preuve qu'il n'en était pas ainsi. J'ai repensé à mes premiers jours dans cette entreprise. Je me suis souvenu des nuits passées à répondre à des emails en tenant une tasse de café froid, des réunions où j'étais ignorée, des projets que j'avais livrés seule et que d'autres avaient signés à ma place. Je me suis rappelé la douleur que j'avais ressentie en étant licenciée de manière si humiliante, le jour de mon anniversaire, et comment cela aurait pu me détruire. Mais ça ne m'a pas détruite. Ça m'a renforcée. Parce que même dans les moments où j'étais le plus dévalorisée, je connaissais ma valeur. Et quand vous savez qui vous êtes, personne n'a le pouvoir de vous effacer vraiment. J'ai reçu beaucoup de messages de gens qui m'ont vu revenir. Certains disaient que mon exemple les avait fait réfléchir. D'autres, qu'ils se sentaient encouragés à ne plus se taire. Et là, j'ai compris que mon histoire n'était pas seulement la mienne. Elle appartenait à tant d'autres personnes qui avaient traversé ou traversaient encore les mêmes choses. Des gens qui travaillent dur, qui se donnent à fond, qui font de leur mieux et qui, malgré tout, sont traités comme s'ils étaient jetables. Si vous êtes l'une de ces personnes, je veux que vous sachiez, vous n'êtes pas seul. Ce qui m'est arrivé a peut-être été cruel, mais ça a servi à montrer que, même dans les situations les plus injustes, il est encore possible de se relever. Et plus encore, il est possible de gagner sans se perdre. Bernard a commencé à me traiter comme une partenaire, plus comme une employée. Les décisions ont commencé à être discutées avec moi. Je donnais mon avis, je proposais, je refusais quand c'était nécessaire. Et il écoutait. C'était nouveau et juste. La culture de l'entreprise a commencé à changer. Lentement, mais réellement. Le programme d'intégrité que j'avais suggéré est devenu une politique interne. Le canal de signalement a été mis en place. Et les peurs ont commencé à diminuer. Pour la première fois depuis des années, les employés ont recommencé à sourire dans les couloirs. Les déjeuners collectifs ont repris. Les talents ont recommencé à s'épanouir. Un après-midi, j'ai croisé Julie dans la salle de pause. Elle formait une nouvelle stagiaire et m'a présentée avec fierté. Voici Marie, la femme qui nous a appris à ne pas baisser la tête. J'ai souri, remercié et suis retournée dans mon bureau avec une boule dans la gorge. Parce que je n'avais jamais voulu être un exemple. Je voulais juste travailler avec dignité. Mais si mon histoire avait servi à inspirer quelqu'un, alors toute cette douleur en valait la peine. Je n'ai plus entendu parler de Paul. Je n'ai pas cherché à savoir. Mon attention était ailleurs. Mon énergie était tournée vers la reconstruction d'un environnement sain où la compétence serait reconnue sans avoir besoin d'un nom de famille ou d'influence, où personne ne serait plus surpris par un licenciement injuste, où le respect ne serait pas négociable. Ce soir-là,
Alors que je fermais mon ordinateur et prenais mon sac, j'ai regardé l'horloge murale. Il était 20h05. Une heure qui, des années plus tôt, aurait été normale pour moi de rester encore au bureau, essayant de prouver ma valeur. Mais ce jour-là, je suis sortie calmement, sans hâte, sans poids, avec le sentiment du devoir accompli. En chemin vers la sortie, j'ai croisé plusieurs employés. Certains m'ont fait un signe de la main, d'autres ont souri, et certains m'ont juste observé en silence. Mais il y avait quelque chose dans leurs yeux que j'ai reconnu, de l'admiration, pas pour un poste, mais pour une histoire.